si le fumeur utilise la vape exclusivement et qu'il parvient finalement à être complètement sevré, ce sera un total succès. Donc il ne faut pas, à mon sens, avoir peur de la vape actuellement. On connaît les composants. Et aujourd'hui, c'est la journée mondiale sans tabac. Et pour en parler, dans nos studios, nous recevons aujourd'hui la docteure Lydia Petit. Elle est pneumologue au CHAL, le centre hospitalier des Alpes du Léman. Et c'est une interview avec Alicia Casteras. Bonjour Lydia. Bonjour. Bonjour, docteur Lydia Petit, pneumologue au CHAL, et on vous reçoit donc. Merci d'avoir accepté notre invitation à l'occasion de cette journée mondiale sans tabac, on l'a dit, dédiée donc à cette problématique de Santé publique France, qui a publié une étude sur la situation dans notre pays à l'occasion de cette journée justement. On l'a dit dans les infos, la France compte 12 millions de fumeurs quotidiens. Nous sommes en 2023, ça vous inspire quoi, ces chiffres ? Ça m'inspire que le tabac reste un véritable fléau. Les fumeurs sont victimes de l'industrie du tabac. Ce ne sont pas des coupables. Fumer, ça n'est pas de la liberté. Il faut absolument lutter et baisser ce taux au fur et à mesure des années. Parmi la liste de clients que vous avez, ça représente une majeure partie, les fumeurs, ça se passe comment ? La très grande majorité, je dirais 80% de notre patientèle. Alors on le disait donc, effectivement 12 millions de fumeurs au quotidien en France, au local en Haute-Savoie, on prend notamment ce département puisque vous travaillez au CHAL à Contamine-sur-Arve. C'est quoi justement cette tendance que vous constatez ? Alors, une tendance à l'augmentation de la patientèle, surtout féminine et jeune. On parle du tabac aujourd'hui. Je pense qu'on peut faire aussi un tout petit aparté pour ne pas oublier la consommation de cannabis. Effectivement, on va aussi en reparler. On parle en priorité, bien sûr, donc de ce tabac, première cause de mortalité évitable en France, avec 75 000 décès attribués pour les chiffres de 2015. Les messages de santé publique, en ce sens, pourtant, se multiplient. Est-ce que, selon vous, c'est efficace au regard de ces chiffres qu'on partage aujourd'hui ? Oui, c'est efficace. Il y a un plan décennal qui vise à réduire le nombre de tabagiques en France sur les 10 dernières années. On y arrive progressivement. On était en 2017 à peu près 30% de fumeurs en France. On arrive maintenant à 26,9% de fumeurs. On essaie de créer une nouvelle génération sans tabac, les enfants nés en 2014, et on espère bien y arriver. On est toute une communauté médicale qui lutte tous les jours contre cela. Ces messages de Santé publique France, vous le dites vous-même, donc c'est efficace, mais est-ce que pour autant c'est suffisant ? Alors, peut-être pas assez, puisqu'on continue à avoir des gens qui restent très gros consommateurs. Je pense qu'il faut sensibiliser la population et notre communauté médicale à parler de ce fléau. Il n'est pas admissible, par exemple, qu'un patient puisse consulter son médecin, une patiente sa gynécologue, un patient voir son kiné, sans oser parler du tabagisme. D'accord ? Et c'est quelque chose qu'il faut absolument décrire. Et il n'y a pas de honte et de culpabilité à parler du tabagisme. C'est le premier pas vers le succès, vers la voie du sevrage. Alors ça fait la transition avec justement cette notion de tabagisme actif, mais aussi sans oublier bien sûr le tabagisme passif, lorsque quelqu'un finalement subit les fumées à l'insu de son plein gré. Ça a des conséquences aussi très importantes sur la santé. À quel point est-ce que l'interdiction de fumer dans les lieux publics, qui a été instaurée, on le rappelle, par la loi E20, on était dans les années 90, a-t-elle eu finalement une action ? Vous avez pu constater une baisse des maladies, des cancers notamment liés à ça depuis cette loi ? Oui, probablement, elle est difficilement mesurable au quotidien. Je pense qu'elle est fort utile auprès des jeunes, auprès des enfants de parents fumeurs en l'occurrence, parce qu'on sait que le tabagisme passif dans l'enfance est responsable de maladies respiratoires. Et c'est bien prouvé, les enfants qui ont une mère tabagique et qui fument plus de 20 cigarettes par jour ont 2,7 fois plus de risques d'avoir ce qu'on appelle une obstruction bronchique. C'est une façon de mesurer la fonction respiratoire par rapport à ceux qui n'ont pas de parents tabagiques. Donc on va le rappeler effectivement, et on va en parler. Il y a plusieurs idées reçues sur la notion du tabac, son impact, ses conséquences. Mais là, ce que vous pointez du doigt finalement, c'est qu'on rappelle qu'effectivement, fumer une cigarette intentionnellement, c'est très important, ça a des conséquences. Et respirer la fumée d'un autre, c'est aussi très important et ça peut être grave. Absolument. Comme ça, c'est dit, c'est clair. Est-ce que les hommes et les femmes sont égaux en termes de pathologies liées au tabagisme ? On fume de la même manière, mais est-ce que les conséquences sont les mêmes finalement, physiquement ?
Il y a clairement une susceptibilité féminine différente vis-à-vis de l'exposition à la fumée de tabac. On le constate en matière de cancer pulmonaire, avec des femmes qui développent des cancers graves plus jeunes, relativement en rapport avec la même consommation que les hommes. On n'a pas vraiment d'explication par rapport à ça? Alors, elles sont de toute évidence biologiques. Alors là, je ne vais pas vous détailler les principes. Ça serait bien trop technique et on n'a pas le temps pour tout ça. Il y a d'autres idées reçues par rapport à la notion du tabagisme. On entend parfois que si on arrête de fumer après plusieurs années, nos poumons ils ont la capacité technique de retrouver un état de forme équivalent à ceux d'un non-fumeur. Est-ce que c'est vrai? C'est un objectif en même temps et ça a de quoi motiver comme argument les fumeurs. Le message, c'est plus on arrête tôt, plus on retrouvera une meilleure fonction respiratoire. Alors, il est dit qu'on ne retrouve pas totalement des poumons de jamais fumeurs. Néanmoins, on s'en rapproche et plus tôt on arrête et plus on y arrive facilement. Donc, ça reste quand même un argument, effectivement. Absolument. Est-ce que finalement, dans cette liste, toujours des idées reçues, notamment pour ceux qui veulent se donner bonne conscience, fumer 2 cigarettes par jour, c'est moins grave que fumer 2 paquets par jour. En soi, en termes de quantité, c'est parlant. Il a été démontré que c'est plutôt la durée qui importe que la quantité. Si je veux être un brin provocatrice, peut-être qu'il vaudrait mieux fumer 2 paquets par jour pendant 2 ans plutôt que 1 à 2 cigarettes par jour pendant 50 à 60 ans. Alors, puisqu'on parle de tabac et que vous êtes pneumologue, docteur Lydia Petit, au Châle de Contamine-sur-Avon, on le rappelle, est-ce que ce que l'on fume, alors on va parler de cigarettes, on va parler aussi peut-être d'autres formes de tabac, il y a ceux qui fument des cigares, des pipes, des choses comme ça, est-ce que ça a un impact? Est-ce que ça aussi, ça fait une petite différence sur l'impact sur la santé et sur les poumons? Absolument. Hein, Vous cherchez un mot précis, technique. La composition des cigarettes, oui. Cigarettes industrielles versus cigarettes roulées, ça n'est pas la même chose. Le cannabis coupé avec le tabac, ça n'est pas la même chose. Ce qui est fumé dans les cigarettes électroniques, en l'occurrence, ça n'est pas la même chose. Alors, il y a un véritable impact. Et les maladies se présentent souvent un peu différemment. C'est-à-dire, justement, vous qui êtes confronté à différents patients confrontés à ces maladies. Je pense que le pire, c'est l'association du cannabis et du tabac. Ça majore nettement les risques, ça développe certaines pathologies chez les sujets jeunes, 20, 30 ans, et on l'observe au quotidien dans nos services de médecine, notamment avec des pathologies de pneumothorax, de l'emphysème. Ce sont des trous dans les poumons qui sont irréversibles et qui sont liés à cette forte consommation de tabac plus cannabis. Parce que c'est vrai qu'on a toujours, bien sûr, cette espèce d'épée de Damoclès au-dessus de la tête. On parle du cancer du poumon. Il y a d'autres pathologies qui sont aussi très graves, très importantes, qu'on évoque moins, mais qu'il ne faut pas sous-estimer. Dans notre service et en pratique quotidienne, la BPCO, qui est la bronchopneumopathie chronique obstructive, est une des grosses maladies du système respiratoire due au tabagisme dans 80% des cas. C'est 3 millions de personnes en France. Et le nombre d'hospitalisations pour ce type de maladie en France, elle a considérablement augmenté entre 2007 et 2012. Donc la BPCO, l'emphysème, l'asthme chez le tabagiste, ce sont des pathologies qui augmentent. Et le cancer chez la femme. On parle aussi donc de cet accessoire de ces derniers mois, dernières années qui a littéralement envahi le marché et on en voit de plus en plus. La cigarette électronique, surnommée aussi la vape. Qu'en est-il? C'est encore tôt, on passe notre temps à dire c'est trop tôt pour le dire, on n'a pas assez de recul, mais la même étude de Santé publique France estime que 5,5% des fumeurs vapotent tous les jours et c'est un chiffre en hausse. Est-ce qu'on arrive à déterminer si c'est moins dangereux pour la santé que le tabac? Oui, c'est moins dangereux, nettement moins dangereux que le tabagisme. Alors, il y a, si je peux me permettre aussi une expression du professeur Dotzenberg, qui est une figure de la lutte contre le tabac en France. Et pour bien marquer les esprits, quelqu'un qui fume des cigarettes industrielles, des cigarettes roulées, c'est comme si le risque de décéder de cette maladie, c'est comme emprunter une autoroute à sens inverse. Quelqu'un qui fume la vape, c'est faire un excès de vitesse à 140 sur l'autoroute. Je pense que c'est sans commune mesure. Et il est vrai, néanmoins, qu'il vaut mieux que la vape elle soit transitoire pour mener à un sevrage définitif
Combien de temps ça peut prendre? 6 mois, 1 an, c'est pas grave. Mais si le fumeur utilise la vape exclusivement et qu'il parvient finalement à être complètement sevré, ce sera un total succès. Donc il ne faut pas, à mon sens, avoir peur de la vape actuellement. On connaît les composants. Il y a certaines précisions à avoir. On achète plutôt en magasin plutôt que sur Internet. On achète des dispositifs normes européennes. On achète des e-liquides français. On mesure bien les doses de nicotine pour ne pas être en manque. Le sevrage tabagique, ça doit être une période agréable. Ça ne doit pas être quelque chose de subi. D'accord ? Et on ajuste ces dosages. Les 5 clés, comme les 5 doigts de la main, pour réussir le passage à la vape exclusive, si c'est ça dont on a besoin. Mais c'est un traitement plutôt de deuxième intention. Les patchs, les substituts nicotiniques sont vraiment les médicaments recommandés en première intention. Et beaucoup de spécialités médicales peuvent les prescrire. Gynécologue, infirmier libéral, kiné, dentiste. Ça, il ne faut pas l'oublier. Eh ben merci, docteur Lydia Petit, pneumologue au Châle de Contamine-sur-Arve. Vous étiez notre invité. Merci d'être venu à l'occasion de cette journée mondiale sans tabac. Merci beaucoup, docteur. Et puis, si bien entendu, vous êtes arrivé au milieu de cette interview, vous pouvez retrouver toute l'interview en intégralité en vidéo parce qu'on est en 2023 et que la radio se regarde d'ores et déjà désormais. Vous pouvez retrouver bien sûr l'interview sur nos réseaux sociaux et sur la chaîne YouTube de Radio Mont Blanc.